Salut Booktube, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous le voyez, je ne suis pas du tout dans mon setting habituel et je porte lâchement mon téléphone puisque j'avais un peu la flemme de sortir mon trépied. Mais je vous retrouve pour faire un pseudo-vlog, pour un concept de vidéo qui change un petit peu, puisque avec Pénélope, ma chère collaboratrice de la chaîne Plop, et Lucie de la chaîne Lucie a lu, on a décidé de faire un concept de vidéo où en fait on va chacune choisir un livre et le lire en l'annotant, en mettant des petits commentaires, etc. Et ensuite l'envoyer à la deuxième qui fera pareil avec du coup nos commentaires, qui ajoutera les siens, il l'enverra à la troisième qui la renverra à la première, et pour comme ça s'échanger un petit peu nos avis, nos petites remarques au fil du livre. J'ai pas mis beaucoup de temps à choisir le livre que je voulais lire puisque j'ai choisi quelque chose qui change un petit peu pour moi d'ailleurs, puisque ce n'est pas de la fantasy et en plus c'est une traduction, mais pas une traduction de l'anglais, une traduction du suédois. Il s'agit de Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ové, et c'est un roman de Fredrik Backman que j'ai chez les éditions Pocket. C'est vrai que vu qu'on annote dedans, je préfère prendre une édition de poche. Et ça a été traduit par Laurence Menrick. Et je trouve que Fredrik Backman est un très bon auteur. J'ai lu un seul livre de lui, j'avais lu Beartown, qui est un livre que j'ai absolument adoré, mais que j'ai lu en anglais puisqu'il n'était pas traduit en français, il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de reprendre un livre de l'auteur. C'est son premier roman, c'est le premier roman qui a vraiment très bien marché d'ailleurs, et qui est assez connu. Je crois qu'il y a un film dessus. Au passage, sur Beartown, il y a une série qu'il faut absolument que je regarde aussi. J'ai hâte de voir ce que c'est. Donc c'est du contemporain avec des choses où les gens évoluent. Vraiment, c'est des récits de vie, c'est des récits sur des personnes qui vont évoluer. Là, on va suivre donc le personnage de Ové, qui est un vieux monsieur très grincheux et gris, qui déteste un petit peu tout le monde et qui râle dès que les gens ne respectent pas la réglementation, et qui va en gros se faire un petit peu prendre sous le coude par des nouveaux arrivants dans son quartier et un chat, de ce que j'ai cru en comprendre. Voilà. J'ai déjà un petit peu commencé, vous voyez, j'ai lu une 50aine de pages et je trouve que Ové est très drôle. Évidemment, c'est son personnage, il est censé être aigri, être un peu un gros con, et c'est le but, hein, on va pas se mentir. Il est là pour ça, il est là pour évoluer, donc ça on le sait, mais franchement je trouve ça hyper drôle. Dans les premières pages, il y a un moment où ils font une course avec un mec qui conduit derrière lui. En fait, l'autre le colle un petit peu trop parce que Ové respecte la limitation à 50, et du coup comme l'autre le colle, et ben ça le saoule, et donc il fait ses feux de stop, l'autre répond avec des appels de phare, et du coup Ové réduit de plus en plus sa vitesse jusqu'à genre 10 km/h. Et après il le laisse pas avoir la place au supermarché sur le parking, enfin ouais. C'est vraiment ridicule, mais c'est très drôle, et je trouve que c'est vraiment un humour qui me parle beaucoup parce que je suis un petit peu aigrie souvent aussi. Backman est aussi très émouvant, et ça ce n'est pas non plus nouveau. J'ai déjà eu les larmes aux yeux en à peine 50 pages. Voilà, j'espère que ça va leur plaire. J'ai déjà un petit peu à noter. Je suis très deg parce que vu que c'est du poche et que c'est un poche que j'ai acheté récemment avec du papier de pas très bonne qualité, je surligne un petit peu mais ça passe à travers, donc j'ai un peu le seum pour ça. Mais bref, j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de savoir ce qu'elles en pensent. De toute façon, je vais vlogger de temps en temps, enfin voilà, rien de bien fifou. Mais pour vous dire un petit peu ce que j'en pense au fil du temps, peut-être certaines citations si je trouve qu'elles sont sympathiques, et je vous reprendrai de toute façon aussi avec leurs livres à elles quand je les aurai reçus. Bon, je profite d'avoir set up la caméra, vous reconnaîtrez peut-être une de mes tenues de vidéo, pour vous parler donc de La vie selon Ové que j'ai terminé. Je ne vous ai pas trop fait de vlog pendant, je trouvais que c'était pas le livre le plus approprié pour ça, voilà, j'aime pas trop faire des vlogs et c'était pas le livre où j'avais envie de râler sur des trucs, etc. Enfin, le seul truc où j'aurais pu faire un vlog, mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, c'est le moment où je pleure
toutes les larmes de ma vie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vous imaginez bien, si je dis que je pleure tout le temps, c'est que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un livre qui est quand même très étrange pour moi. Et une nouvelle fois avec l'auteur, donc c'est le deuxième livre de l'auteur que je lis. Et je sais que tous ces livres se ressemblent pour ça. Non, c'est le troisième livre, pardon. J'avais lu aussi Anxious People, mais qui est assez différent de cela. Il est plus sur un versant humoristique, pardon. Donc, voilà, j'ai peut-être un peu moins aimé, mais Beartown, c'était vraiment la même sensation que ce livre. C'est-à-dire qu'on a vraiment des moments émotionnels qu'on n'attend pas. Et il y a des moments où j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer sur une phrase. Parce qu'en fait, il met tellement de background en place, il met tellement ces pièces du puzzle en amont, quand tout s'emboîte, même si c'est des dizaines de pages après, quand tout s'emboîte, et bien ça fonctionne tellement bien. On a une alternance entre la vie de Ove à certains moments importants, en tout cas de son existence, et la période actuelle. Les flashbacks servent à faire du background pour que les moments impactants actuels fonctionnent et soient le plus poignant possible, évidemment. Et c'est vraiment un texte qui va parler du vieillissement, qui va parler du fait de se retrouver isolé, du fait de perdre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a quand on vieillit. Et vraiment, je trouve que pour ça, c'est un texte qui le fait extrêmement bien. Parce qu'on n'a pas du tout un personnage qui est parfait, au contraire, il est assez détestable dans l'idée et il est comme un vieil homme de son époque, c'est-à-dire qu'il est un peu bourru, il est aigri, il est plein de préjugés. C'est des préjugés qui vont avec son temps aussi, qui vont avec son âge, et c'est vraiment une bonne personne qui malgré tout veut aider les autres et qui malgré tout est extrêmement gentil, extrêmement altruiste. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper touchant, c'est que malgré tous ces moments où il va râler, tous ces moments où il va dire non, tous ces moments insupportables, mais très drôles, encore une fois, il m'a beaucoup fait rire, et ben il va vraiment vouloir aider les autres et il va vraiment être très très gentil. Et c'est ça que j'ai trouvé impactant dans ce livre et avec Ove. Et c'est aussi toutes ces relations qu'il va avoir avec les autres, toutes ces façons de se reconstruire, de passer outre tout ce qui lui est arrivé, et notamment récemment et dans toute sa vie, parce que on se retrouve seul à cet âge-là quand on vieillit, mais c'est aussi une accumulation en fait de tout ce qui s'est passé. C'est cette accumulation de toutes les horreurs, tous les moments difficiles qu'on a pu avoir dans la vie, et c'est ça aussi qui est important, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ce background. Et je trouve, encore une fois, que Bachman est le génie du setup payoff dans toute sa longueur et sa lenteur, parce que on a vraiment des choses qui vont être setup au début et qui vont être impactantes émotionnellement, notamment à la fin. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est parfait. J'ai eu énormément d'émotions à des moments que j'attendais pas forcément. J'ai pleuré, j'ai ri en même temps que je pleurais. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré dans un livre. J'espère que Lucie et Pénélope vont avoir autant de feeling que moi avec ce livre. Mais vraiment, Frédéric Bachman, c'est un auteur que j'aime énormément. Pour du bon contemporain, je trouve. J'aimerais tellement que Beartown soit traduit en français. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas été, faudrait que je le relise. Je suis en train de regarder aussi la série que je trouve un peu moins impactante quand même que le livre. C'est une série qui est plus classique, on va dire. Mais voilà, j'ai trop aimé. Je pense que je vais garder des souvenirs pendant longtemps, comme Beartown en fait, où je me souviens pas de tout ce qui se passe. En regardant la série, je me rends bien compte qu'il y a plein de trucs où je me dis mais j'avais totalement oublié. Mais je me souviens de certaines choses très précises. Et je pense que celui-là, ça va être pareil. Celui-là, ça va être pareil, notamment sur la relation entre Ove et sa femme, que je trouve adorable, que je trouve trop belle, et qui est juste parfaite. Mais voilà, franchement, si c'est le genre de livre que vous aimez, les livres sur la vie, sur
comment est-ce que on peut réagir à certaines choses avec des personnages très très réalistes. On fait pas dans le mélodramatique non plus, on fait pas dans l'excès, c'est juste de l'émotion brute qui n'est pas faite pour faire pleurer. En fait, c'est vraiment montrer la vie, montrer les émotions des gens, et c'est ça qui marche. Et je trouve que pareil, on n'a pas de message en fait. Et après, c'est à nous de tirer nos conclusions. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je l'ai dit en plusieurs vidéos, que j'aime beaucoup. Bref, je vais arrêter d'en parler. J'ai hâte de savoir ce que Pénélope et Lucie vont en penser et vont dire dessus, parce que vraiment, j'ai adoré. De recevoir quelque chose, aller chercher ceci. Je sais dans l'idée ce que c'est, je sais que ça vient de Pénélope. Faut que je vous raconte l'histoire de ce colis parce que elle me l'a envoyé, je pense, il y a 10 jours au moins. Dans le suivi, il y a eu une première fois où il a été perdu par la poste pendant 2 jours où il disait on sait pas trop où il est mais on va le retrouver. Et après, il y a 5 jours maintenant, il est arrivé dans la boîte aux lettres. Donc Pénélope m'envoie le truc avec le suivi en disant colis arrivé. Je descends à ma boîte aux lettres, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. 2 jours plus tard, en plus c'était vendredi soir, donc j'ai pas pu clairement appeler la poste ou quoi que ce soit. Lundi matin, il y a un autre colis que je devais recevoir de livres, que peut-être que je peux vous montrer juste après au passage. Et rien dans la boîte aux lettres. Donc ça fait 2 fois d'affilée. Je me dis que quand même c'est un petit peu bizarre. Et c'est un peu louche, donc je contacte la poste en disant qu'il y a eu un souci avec 2 colis. Je suis un peu inquiète, je me dis c'est pas possible, on me vole mes colis, ou alors ils se perdent, ou quoi que ce soit. Donc le lendemain de ma réclamation, donc hier, je reçois un appel du livreur qui dit non, je les ai bien déposés dans la boîte aux lettres, je comprends pas. Votre boîte aux lettres c'est bien celle du bas. Et je lui dis non, c'est celle du haut, la mienne. Et il fait ah oui, il y a 2 personnes qui commandent régulièrement. Du coup, il s'est trompé de boîte aux lettres. Donc je descends, je vais voir et en effet, je vois dans la boîte aux lettres de l'autre dame dont il m'a parlé qu'il y a 2 colis, enfin un colis que j'attends et je vois mon nom écrit donc je sais que c'est celui-là et je vois cette enveloppe. Donc je me dis probablement que c'est le colis de Pénélope. J'essaye d'aller sonner chez la dame, ça ne répond pas. Bon, tant pis, je me dis le livreur va peut-être revenir ou quoi que ce soit. Rien dans la journée. Le soir, j'allais au sport, donc je suis descendue. J'ai posé un post-it sur le truc de la dame et en mettant s'il vous plaît, allez me donner le colis à tel étage, machin, machin. Je reviens le soir, le post-it a disparu sur la boîte aux lettres. Donc je me dis, ok, peut-être que mon copain l'a récupéré ou quoi. Je regarde dans la boîte aux lettres, les colis sont toujours là. Donc il n'y a plus le post-it, mais les colis sont encore là. Je retourne chez la dame, je vais sonner, je sonne plusieurs fois, il n'y a personne. Donc je me dis, c'est bizarre quand même. Et rien dans la boîte aux lettres. Donc après cette épopée, ce matin, il y a un coup de sonnette chez moi, c'est le livreur qui me donne le premier colis. Enfin, le deuxième colis là, celui de lundi. Et je lui dis mince mais il y a un autre colis normalement qui devait arriver et qui n'est pas arrivé. Il me dit non mais il n'y avait rien d'autre. Et je fais bah si je crois, et sauf qu'en fait l'enveloppe était collée, vu que c'est une enveloppe bulle, elle était collée un peu sur le côté. Du coup il a pas dû le voir, vous voyez le chat juste là. Et du coup on descend ensemble et j'ai enfin réussi à récupérer ce colis de Pénélope. Donc ceci est parfait. Je vais pouvoir l'ouvrir et découvrir avec vous puisque je ne sais pas ce que c'est le livre qu'elle a annoté. Le temps que je l'ouvre, vous pouvez regarder le chat. Je vais ouvrir ce colis à une main vu que j'ai eu la flemme de mettre mon trépied. Coucou! Coucou Plume! Coucou ma belle! Coucou! Voilà, vous avez le bonjour du chat. Donc voilà, j'ai le petit mot que je lirai juste après. Et il s'agit de Sidération de Richard Powers avec ses petits post-it, ses petits encarts à noter.
J'ai annoté comme une grosse sauvage, moi personnellement, j'ai mis des trucs dans le livre, j'ai surligné, etc. Voilà, je pense que ça peut être aussi l'occasion de voir comment chacun annote et peut-être de prendre des inspirations des autres. En tout cas, je suis super contente parce que ça fait un moment qu'il m'intrigue ce livre et que j'ai envie de le découvrir. Donc c'est l'occasion parfaite pour ça. J'ai très très hâte. De toute façon, je reviendrai. Peut-être que j'essaierai de vloguer un petit peu plus. Mais voilà. Après cette épopée, il est enfin entre mes mains. Bon, j'en profite d'être en train de tourner, d'être en tenue, tout ça, pour vous faire une petite update sur ce livre, sur Sidération, donc c'est le livre que Pénélope m'a envoyé. J'en suis à peu près un tiers du coup, et c'est assez mitigé pour le moment. Je pense pas que je dirais que c'est un mauvais livre, mais je pense que personnellement c'est un petit peu compliqué pour moi. Parce que je suis fondamentalement en désaccord avec tout ce que dit, tout raisonnement, toute pensée du narrateur et du protagoniste. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense qu'on peut envisager que ce soit compliqué d'accepter. En fait, je suis obligée de le lire en me disant que le protagoniste est un gros connard, il n'y a pas d'autre mot, que je hais tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, parce que sinon je ne peux pas. Il y a plusieurs messages, je ne sais pas comment ça va évoluer vu la thématique du livre, mais il y a plusieurs approches qui sont très anti-scientifique, alors qu'il est scientifique lui-même, mais c'est anti-science médicale en tout cas, anti-psychiatrie, anti-diagnostic pour tout ce qui va être troubles psychiatriques, anti-médicaments, big pharma, complot, etc. C'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai énormément de mal. Je dis pas que c'est pas des choses que les gens ne peuvent pas penser, enfin, parce que évidemment il y a des gens qui pensent ça, il y en a beaucoup, de plus en plus malheureusement, mais vraiment c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. J'en vois assez au quotidien en tant que médecin pour vouloir me l'infliger en plus en lecture. Pour le moment, encore une fois, j'en suis qu'à un tiers, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais pour le moment j'ai plutôt l'impression que c'est aussi le livre dans sa globalité qui nous prêche ces idées-là plutôt que juste la voix du narrateur. C'est quelque chose qui est assez difficile à définir parce que c'est vraiment un ressenti purement subjectif. Pour le moment, on n'a aucune critique de ça. Après, comme je l'ai dit, je suis au début, etc. Le truc qui me dérange peut-être le plus de façon personnelle, sur lequel j'ai peut-être le plus, on va dire, de voix à donner et d'opinions informées à donner, c'est le côté anti-diagnostic, parce que dans ce livre on a donc le protagoniste qui est Théo, qui est le père de Robin qui est autiste. Ce n'est pas dit officiellement dans le livre, mais au passage, alors au tout début, à la page 13, donc en fait au deuxième chapitre. Donc en fait le livre commence à la page 9 et à la page 13 et 14 et 15. En fait tout le deuxième chapitre qui est de la page 13 à la page 15, on nous parle des traits autistiques de l'enfant et en gros le gosse est un critère diagnostique à lui tout seul. Enfin c'est vraiment, il est défini comme ça quoi. Un petit peu au début. Donc dès le deuxième chapitre, et le protagoniste nous dit qu'il ne veut pas le faire diagnostiquer parce que les psychiatres de toute façon c'est tous des cons et que de toute façon est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu autistes en fait. Je vous lis la citation, j'extrapole peut-être un petit peu mais c'est vraiment la sensation que ça m'a donné. Donc pour le côté anti-psy, donc le début du deuxième chapitre. Je n'ai jamais cru au diagnostic posé sur mon fils. Quand une pathologie se voit attribuer 3 noms différents en autant de décennies,
quand elle exige 2 sous-catégories pour rendre compte de symptômes absolument contradictoires, quand en l'espace d'une génération elle passe de l'inexistence au statut de maladie infantile la plus diagnostiquée du pays, quand 2 médecins veulent à eux seuls prescrire 3 traitements différents, c'est qu'il y a un problème. Alors, je peux voir les difficultés d'un parent, mais je ne suis absolument pas d'accord puisque il suffit de se renseigner un petit peu sur la science et sur l'évolution de la science, en particulier sur les troubles de neurodéveloppement, pour savoir que déjà l'autisme et tout ça, ça n'a pas évolué tant que ça. Dans la terminologie en tout cas, c'est des terminologies qui ont évolué de façon très mineure puisque on va dire que son enfant n'a pas de déficit intellectuel très clairement, donc il aurait pu anciennement être appelé Asperger, qui n'est plus la terminologie définie à l'heure actuelle, de par des considérations éthiques sur la personne qui était en Asperger. On s'est détourné de ça et plutôt avec donc ensuite autisme puis trouble du spectre autistique. Donc en fait c'est la même entité avec une terminologie qui évolue certes mais qui évolue sans que ça veuille dire des catégories différentes en fait. C'est pas, enfin ça veut pas dire que c'est des maladies différentes, c'est juste que la terminologie évolue pour mieux représenter ce que l'on connaît à cette époque-là. C'est le cas pour énormément de maladies, énormément de choses. Enfin en fait les choses évoluent, nos connaissances évoluent, donc forcément il faut que la terminologie évolue avec. Enfin, c'est comme si on disait que la schizophrénie ça n'existait pas parce qu'à l'époque c'était appelé les humeurs. Enfin voilà, c'est un peu la même chose pour moi. Mais je peux comprendre que ce soit difficile pour un parent d'accepter ça. Mais après, il faut aussi voir avec la suite du livre. Et je vous cite encore une fois. Son deuxième pédiatre insistait pour le situer dans le spectre. J'avais envie de lui dire que tout être vivant sur cette petite planète aléatoire se situe quelque part dans le spectre. C'est le principe même d'un spectre. J'avais envie de lui dire que la vie elle-même est une aberration du spectre et que chacun d'entre nous vive dans une fréquence unique dans le continuum de l'arc-en-ciel. Et puis j'ai eu envie de le baffer. Pour ça aussi, il doit y avoir un nom. Mais bizarrement, dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, il n'y a pas de nom pour la tendance compulsive à diagnostiquer les gens. J'ai quelques remarques à faire sur ce passage en particulier. Là, je suis pas dans le mode critique du livre en disant ce livre n'est pas bien, hein. C'est vraiment critique du propos du narrateur. Hein. Voilà. Parce que je sais que c'est des propos qui peuvent être dits par beaucoup de personnes, raison pour laquelle moi, en tant que personne concernée, ça peut m'exécrer un petit peu, on va dire. Et donc le principe même de l'antidiagnostic et du on est tous un peu autistes, c'est extrêmement validiste. C'est quelque chose qui nie les difficultés liées au trouble autistique. Et en fait, le trouble du spectre autistique n'est pas fait pour inclure les gens qui ne le sont pas en fait. C'est pour dire qu'on va être gêné et affecté par des choses différentes. C'est un fonctionnement du cérébral qui est éminemment différent, c'est prouvé en IRM fonctionnel notamment. On a des activations corticales synaptiques qui sont différentes des personnes non autistes en tout cas, et chaque type de neurodivergence a un petit peu son profil en IRM fonctionnel. Évidemment on peut pas faire des IRM fonctionnels à tout le monde parce que c'est trop cher et c'est pas assez accessible, mais dans les recherches c'est ce qui est trouvé. Donc non, on n'est pas tous un peu autistes, et les tendances compulsives à diagnostiquer les gens, il faut se rappeler pourquoi son enfant a été diagnostiqué. C'est que son enfant a une vie incroyablement difficile parce que il a des terreurs nocturnes, il n'arrive pas à communiquer avec les autres enfants, il est anxieux, il a des accès de rage qu'il ne peut pas contrôler, etc. Son enfant n'est pas un enfant qui psychologiquement va bien. Si on va voir un psychiatre, un pédopsychiatre, c'est qu'on va pas bien, donc c'est peut-être qu'il y a un truc à diagnostiquer en fait.
Je suis pas forcément pour la tendance à diagnostiquer tout le monde, mais à partir du moment où on va voir un psychiatre, on va voir un psychologue et que quelque chose ne va pas bien dans notre vie, peut-être que c'est qu'il y a un truc à diagnostiquer. Ça peut être une anxiété, ça peut être une dépression, ça peut être un autisme. Et mettre un nom dessus, mettre une terminologie dessus, c'est aussi une façon de mieux se comprendre. Et je suis désolée, mais toutes les personnes autistes, et il y en a beaucoup avec qui j'ai parlé, pour elles, le diagnostic a été une période essentielle de leur vie, et la vie après, une fois qu'on a compris qui on était, comment on fonctionnait, sans que ça définisse tout ce qu'on est, évidemment. Le diagnostic est essentiel, et avoir ce genre de truc, de toute façon, mettre un diagnostic, c'est juste diagnostiquer tout le monde, alors que, bah non, on diagnostique déjà que les personnes qui vont consulter, donc peut-être que c'est qu'elles ont des problèmes, premièrement. Et puis, il faut aussi se rappeler que le manuel diagnostique des troubles mentaux, donc le DSM, a certes des critères qui sont parfois un peu réducteurs, mais qui sont là pour aider les praticiens. Et en fait, c'est aussi pour les gens qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Donc oui, c'est réducteur, c'est pas forcément totalement vrai, mais c'est le plus vrai qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que pour ça qu'on a des critères diagnostiques. Un critère diagnostique n'est absolument pas fait pour être manipulé par des personnes non formées, et c'est utilisable par des praticiens. Pour ma part, j'utilise très souvent les critères diagnostiques de la migraine. On va pas dire que mettre un critère diagnostique de migraine chez quelqu'un parce qu'il remplit les critères A, B et C, ça veut dire mettre quelqu'un dans une case. Non, c'est une aide diagnostique pour le praticien, pour dire ok, là il y a tous les critères, je peux dire qu'on prend en charge comme une migraine. C'est tout. Et ça n'a pas à viser à être utilisé par les personnes non professionnelles et non formées. Et du coup, je suis désolée, mais pour moi, les critères de troubles mentaux s'appliquent aussi dans ce cadre-là. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et pour moi, de façon globale, dans les 125 premières pages que j'ai lues, son père est extrêmement maltraitant et extrêmement mauvais et néfaste pour l'enfant, et je n'arrive pas à tolérer ce côté « Ah mais regardez, son amour pour son fils est tellement beau qu'on lui pardonne ». Parce que pour moi c'est pas trop le cas. Autant je peux comprendre d'où il vient, je peux comprendre les anxiétés, etc. de Théo, mais il est éminemment égocentrique et éminemment autocentré, puisqu'en fait son fils il l'aime comme il est, il le dit lui-même qu'il aime ses bizarreries, etc. Donc en fait il a pas envie de changer son fils, il a pas envie que son fils aille mieux, il aime bien comment son fils est parce qu'il lui rappelle sa femme, et du coup il ne veut pas le changer, donc en fait il ne veut pas aider son fils, et il veut que son fils soit comme ce que lui voudrait que son fils soit, c'est-à-dire ce que beaucoup de parents font, ce que beaucoup de parents maltraitants psychologiquement font, et peut-être que ce sera un peu un sujet à controverse, ce que je peux entendre, c'est ma vision des choses avec mon histoire personnelle. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure chose que je pouvais lire à l'instant T. C'est pas quelque chose qui va gêner tout le monde, je pense. Il y en a qui ne l'ont même pas forcément vu comme ça, il y en a qui n'ont pas fait attention, qui se sont concentrés sur le point de vue écologique. Si c'est pas quelque chose qui vous touche, je pense que voilà, ça peut complètement passer. Avec moi, ce n'est pas le cas. Deuxième petit souci que j'ai avec ce livre, beaucoup plus marginal, et encore, c'est l'écriture, la traduction du moins, mais je sais que l'idée est un peu la même dans les quotes que j'ai vues, etc. C'est qu'il y a des citations qui vont être très jolies, très inspirantes, etc. Mais en fait, quand on regarde, c'est des citations qu'on pourrait presque trouver quand on tape sur Google Images citations inspirantes, et que vous savez, il y a ces citations bateau qui veulent rien dire, qui sont jolies, qui sont hyper inspirantes, mais qui sont sans aucun fondement, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, pour moi, ça fait une écriture très lyrique, très métaphorique à outrance, sans qu'il y ait aucune substance en dessous, en fait. Et du coup, ça me gêne un petit peu. Je vais vous donner un exemple qui m'a choquée par rapport à ça. L'enseignement, c'est comme la photosynthèse. On produit de la nourriture à partir d'air et de lumière. Ça infléchit un peu les perspectives de vie. Voilà. C'est ce genre de métaphore. Il y en a qui adorent. Moi, personnellement, c'est pas le cas. Ça me paraît trop vide et j'en ai marre que les livres prêchent des choses. En fait, j'ai l'impression qu'on me prêche un truc.
Et c'est aussi un problème que je revois beaucoup régulièrement avec ce genre de livre, c'est j'ai l'impression qu'on me prêche quelque chose. Et j'aime pas ça. Et surtout quand c'est complètement à l'opposé de mes valeurs, encore plus. Donc voilà, j'ai des problèmes existentiels, on va dire, et personnels, éminemment personnels avec ce livre. Je pense pas que ce soit un mauvais livre non plus. Je pense que voilà, pour le moment, l'histoire a pas forcément énormément commencé non plus. On en est quand même à un tiers. Voilà, je vais voir où ça va. Je vous reprendrai peut-être si j'ai des nouvelles choses à dire. Il n'empêche que je ne peux pas blairer par essence ce protagoniste qui est absolument la pire chose qui soit arrivée à son gosse. Bon, je vous reprends, j'ai pas trop mal avancé, c'est bien quelques jours plus tard, hein, c'est 5-6 jours plus tard. J'en suis là, donc à peu près bientôt aux 2/3 quoi. J'ai commencé la plus grosse partie de l'histoire et c'est toujours les mêmes problèmes en fait. C'est que j'ai vraiment cette impression que toutes les phrases un petit peu jolies, un petit peu tout ça, c'est vraiment surjoué, c'est vraiment too much pour des thématiques et des sujets abordés qui sont franchement pas si novateur que ça, donc en fait c'est un peu dire c'est bien d'être heureux mais avec des phrases alambiquées, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez limité. Je suis arrivée à la partie aussi où on parle beaucoup plus du changement climatique, etc., par le prisme de l'enfant qui est quand même très tourné vers cette thématique-là, hein. Et j'ai un petit souci avec ça, c'est que en fait déjà ça va juste faire un état des lieux de l'état dans lequel est la planète actuellement. Je pense que je me suis trompée au passage, c'est pas du post-apo, enfin non, c'est pas du futuriste entre guillemets, je pense qu'on est plus dans une espèce de terre alternative, on est à peu près au même moment que nous, en fait c'est notre terre, hein, très clairement, c'est à ce moment-là, ce qui explique pourquoi les chiffres étaient exactement les mêmes que pour nous, mais avec quelques petites différences. Bref, on en est à peu près au même point. Et en fait, c'est juste faire un état des lieux du réchauffement climatique et dire que c'est pas bien et que les animaux sont en train de mourir. Et en fait, le dire sans plus d'explications, sans plus de nuances, sans plus de quoi que ce soit, sans montrer de solution, sans quoi que ce soit. Du coup, en fait, pour moi, le sujet qui est le sujet du réchauffement climatique n'est pas vraiment un sujet en fait dans ce livre-là. Je trouve que c'est soit pas abordé de façon très intéressante. Moi, ça m'intéresse parce que c'est un sujet qui m'intéresse déjà et que c'est des choses que je sais beaucoup. En fait, c'est un sujet qui est fait pour les gens qui en sont déjà convaincus. Et du coup, étant donné que c'est pas le sujet principal du livre, enfin, je vais rien retenir de plus par rapport au changement climatique que ça, pas plus de prise de conscience, pas plus de quoi que ce soit. Sur le sujet de la disparition des animaux, du changement climatique, etc., j'avais lu Migrations de Charles Mahagany, je crois, qui était beaucoup mieux, où on suivait une ornithologue en fait qui voulait aller rechercher, enfin suivre une migration d'oiseaux qui étaient quasiment éteints et ce serait peut-être leur dernière migration, et donc elle va partir dans un périple pour suivre leur migration avec des baleiniers ou un équivalent, donc c'était pas trop son truc, et on va avoir beaucoup plus de discussions beaucoup plus profondes sur le sujet. Pour moi, dans ce livre-là, dans Sidération, c'est vraiment pas le sujet en fait. Enfin, c'est clairement, si vous y allez pour avoir des infos sur le changement climatique, allez lire un Wikipédia, vous aurez les mêmes données, vous aurez les mêmes infos, franchement. Je trouve pas que ce soit hyper pertinent, je trouve pas non plus que l'activisme soit au centre du texte. C'est vraiment un texte sur un connard et son fils, quoi. Et pour moi c'est vraiment ça le centre du truc. Je suis toujours pas du tout d'accord avec le protagoniste. Je trouve toujours que c'est un gros con, etc. Mais ça, voilà, je pense que c'est la seule façon pour moi d'accepter de lire ce livre, c'est de le considérer comme un anti-héros et un antagoniste, parce que sinon c'est pas possible. Mais voilà où j'en suis et mes dernières remarques sur ce livre.
Ah non, oui, une autre raison, tiens, si j'en avais besoin d'une autre raison, pour lesquelles c'est un gros con. Des fois, quand on lui dit que son fils va pas bien, machin, et que il faudrait... je vais vous donner l'exemple. Il y a un moment où on lui dit encore que peut-être qu'un petit peu d'antidépresseur pour son fils, ce serait pas forcément une mauvaise idée, et que beaucoup d'enfants sont sous traitement, et que c'est pas l'idéal, mais que ça peut aider, ce qui est totalement vrai. Et il dit en gros... Oui, bah si c'est pour qu'il y ait autant de gens sous traitement, c'est que quelque chose ne va pas. Ben oui, on est d'accord qu'il y a des choses qui vont pas dans le monde, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut abandonner toutes les personnes qui vont pas bien et dire tous les gens dépressifs, je vais aller les voir, je vais leur dire mais tu sais, c'est parce qu'il y a un problème dans le monde. Bon allez, ciao, on t'aide pas du coup. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il arrête pas de dire en plus que tout le monde est con, tout le monde, l'humanité a des gros défauts, etc. Mais il ne fait rien pour changer ça. Enfin, en fait, il est vraiment ultra dans le système. Et en fait, son livre, c'est lui qui arrête pas de dire que le monde c'est de la merde, que personne fait rien, que personne change rien, mais lui non plus en fait. Donc en fait, il critique exactement ce qu'il fait. C'est vraiment la pire chose. Je trouve que c'est un très bon reflet de la réalité. Mais c'est un reflet des personnes qui m'agacent le plus au monde. Donc, j'ai pas forcément besoin de ça quand je lis. Encore une fois, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui puissent apprécier, mais vraiment, le protagoniste, je peux pas. Ok, je vous prends brièvement avant d'aller bosser, parce que je viens de finir ce livre. Donc Sidération, j'avoue que je ne sais plus exactement ce que j'en ai dit dans le dernier vlog puisque ça fait un moment. Je l'ai un petit peu mis en pause parce que j'avais d'autres livres que je voulais lire avant et que celui-là m'énervait trop. Mais bon, je l'ai fini, j'ai un peu rushé à la fin, j'avoue. Ça va un peu mieux sur les choses qui m'énervent de façon existentielle, mais j'ai trouvé d'autres griefs contre ce livre qui, encore une fois, sont peut-être un peu personnels, c'est-à-dire que je pense que ce sont des griefs totalement valides pour le coup et totalement rationnels, mais qui ne gêneront pas tout le monde. Je m'explique. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans la dernière partie du vlog, auquel cas je couperai des trucs, bref. Je m'arrangerai pour que ce ne soit pas trop redondant, mais en gros, dans la deuxième partie du livre, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est annoncé un peu dès le début, il y a tout un concept de neurofeedback, donc en gros, un moyen thérapeutique un petit peu qui ne soit pas la psychothérapie classique ou les médicaments, parce que faudrait pas déconner non plus, la science admise c'est quand même un peu caca et... Par contre, les expérimentations, ça y a pas de souci. Je suis totalement pour la recherche scientifique et les expérimentations du genre parce que c'est un peu aussi une partie de mon travail. Mais en fait, je trouve ça un peu bizarre de ne pas accepter la psychothérapie, mais d'accepter ça. Bref, je suis encore en train de m'énerver sur le début du livre. Mais du coup, le neurofeedback, c'est quelque chose qui existe en fait. C'est quelque chose qui existe et qui existe quasiment exactement de la façon dont c'est fait dans le bouquin en fait. C'est-à-dire que actuellement, on passe des gens en IRM, en IRMF, en EEG ou quoi que ce soit, on leur fait faire du neurofeedback. Le concept du neurofeedback en fait, c'est un peu comme quand on a les panneaux vous roulez à temps qui sont faits pour faire réduire la vitesse des gens. En gros, il y a un souci dans notre cerveau, dans nos émotions, dans quoi que ce soit. On a un enregistrement qui se compare à d'autres enregistrements de personnes qui n'ont pas ce problème, de personnes saines. Et en gros, le but, ça va être de reproduire ce truc qu'elles ont. Donc ça peut être, par exemple, en EEG, les ondes cérébrales. On va analyser un certain type d'ondes cérébrales. Et en gros, les gens n'ont pas les mêmes aspects d'ondes cérébrales. En IRM fonctionnel, ça va être pareil. Il va y avoir des zones qui vont s'activer alors que chez les personnes saines, elles ne s'activent pas, ou c'est d'autres zones qui s'activent. En gros, c'est ça. Donc on voit le problème. Et après, il y a des techniques pour pallier à ce problème. Et comme ça, on a en fait un feedback qui fait qu'on voit le candidat, le patient, voit les modifications qui sont faites en temps réel, en fait, sur son cerveau, etc.
c'est fait pour apprendre quel comportement va me permettre de réguler mon système neurologique, de réguler mes émotions, etc. Et du coup, en fait, tout le concept du bouquin, c'est que ça va un petit peu trop loin, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais du coup, en fait, c'est pas du tout réaliste parce que, en fait, il utilise que des techniques qui existent déjà, qui ne font pas du tout ça, et il le pousse à son paroxysme, mais sans développer de nouvelles techniques ou de nouvelles choses, en fait. Donc c'est comme si, en gros, on disait par exemple qu'il y a un vaccin, qu'on est en train de développer un vaccin machin, et que d'un coup, sans utiliser de nouvelles techniques, ça va être un vaccin à ARN, et que d'un coup on va pouvoir soigner toutes les maladies du monde. Enfin, c'est un peu extrême ce que je dis, mais vous voyez l'exemple quoi. Alors qu'on dirait il y a une autre technique qui s'est développée ou quoi que ce soit, là il n'y aurait pas trop de soucis. Et aussi la toute fin avec les effets et tout, comme je l'ai dit c'est un apprentissage, donc pour moi la fin est pas forcément très vraisemblable, la dernière partie du livre, mais bon ça c'est autre chose. Et encore une fois je bouge un peu, j'ai mal au bras. Et encore une fois, c'est assez personnel puisque tout le monde, j'en ai conscience, n'est pas neurologue, n'a pas fait de la neuroscience, donc je suis bien consciente que j'ai un petit biais par rapport à ça qui fait que je suis forcément plus critique. Mais pour moi, la SF de ce style, la SF est un peu basée aussi sur de la science, et ça c'est une SF qui se présente comme un peu scientifique, donc c'est un peu compliqué de justifier ça. Autre problème que j'ai depuis un moment, c'est le concept de temporalité dans ce livre, puisque en fait je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on est. Je crois que ça j'en ai déjà parlé, mais comme je l'ai dit, en fait les techniques de neurologie sont les mêmes qu'actuellement, les chiffres des animaux et tout ça sont les mêmes qu'actuellement, les choses qui se passent dans le monde sont pas forcément différentes, et après on appelle ça un truc d'anticipation parce qu'en même temps ça a ce côté un peu dystopique, pourri, mais en même temps c'est pas vraiment de l'anticipation, et je trouve que c'est quand même très actuel. Enfin bref, j'arrive pas trop à savoir où on se place. C'est ça aussi qui me gêne dans le neurofeedback. On me dirait on est dans 20 ans, oui, pourquoi pas à la rigueur, mais là j'ai l'impression qu'on est en ce moment. Bref, voilà, je pense que vous avez compris que je n'ai pas trop aimé. Je pense vraiment que c'est un livre qu'on peut apprécier, hein. C'est un de ces livres où je comprends. Je déteste, mais je comprends qu'on puisse apprécier. Autant il y en a vraiment, je trouve que la qualité est assez faible. Là, je pense que c'est pas de la mauvaise qualité, je pense que c'est vraiment beaucoup de griefs personnels, je pense. Je pense qu'on peut vraiment aimer ce livre si on a un peu toutes les caractéristiques qui sont associées. Je pense que si on n'est pas autiste, si on n'a pas été maltraité ou négligé émotionnellement par ses parents, je pense que si on n'est pas neuroscientifique, si on est un peu sensibilisé à la cause écologique et animale, voilà, tout ça c'est des choses qui vont faire que ça peut être intéressant. C'est un peu frustrant parce que ce livre avait en fait tout pour moi. Il y avait un personnage avec un TSA, il y avait de l'écologie, la cause animale, de la neurologie, et en fait ça a tout mal fait à mon sens. Et donc c'est un peu chiant parce qu'en fait c'est un livre qui était parfait pour moi, c'était genre moi en un livre, mais qui l'a fait à l'opposé de mes valeurs et de mes convictions. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. J'espère que le troisième livre, le livre de Lucie, du coup, sera un petit peu plus à mon goût, on va dire. Et j'ai très très hâte de voir les annotations et les commentaires de Lucie parce que il y a un petit peu un débat et un combat interposé avec Pénélope dans ce livre. Parce que maintenant, on ne débat plus en vrai, on débat par commentaires sur les livres interposés. Bref. Je reviendrai vous tenir au courant une fois que j'aurai eu le livre de Lucie, mais du coup, je vais lui envoyer directement et je vous reprends plus tard.
Alors, j'ai reçu et fini et tout ça en même temps parce que je suis vraiment nulle pour les vlogs. Mais le livre annoté de Lucie à la base, donc qui est passé entre les mains de Pénélope, il s'agit de La sorcière de Émilie Fontenaille, de Élise Fontenaille, qui est publié aux éditions du Rouergue. Et c'est un livre assez particulier, vous voyez, il est très très court, il fait 100 pages. C'est un livre assez particulier parce que en fait c'est un conte à la base avec une dimension presque de poésie. En fait, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la langue, sur tout ça. C'est un livre jeunesse. Et on retrouve vraiment tous les codes du conte avec presque le Il était une fois, etc. Tous les chapitres vont être du point de vue d'un personnage et de personnages secondaires surtout, et ça va permettre d'aborder en fait des thématiques un peu différentes. On a, comme je l'ai dit, beaucoup de beauté dans l'écriture, beaucoup ce côté poésie, mélodie de la langue, etc. qui est hyper intéressant. J'aurais peut-être aimé que ce soit encore plus poussé. Je trouve que des fois il y a des répétitions qui choquent un petit peu. Je trouve que, en fait, dans un livre où la langue est aussi importante que ça, je trouve qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur et que du coup il faut que ce soit fait au millimètre. Et là, c'est pas forcément non plus ce que j'ai retrouvé à tous les endroits, mais n'empêche que c'est extrêmement bien écrit quand même. J'aurais peut-être préféré que ça aille un peu plus loin. J'ai trouvé que les thèmes étaient hyper bien abordés, hyper intéressants. On a toute une thématique de religion qui est hyper importante, qui est extrêmement dénoncée. Tout ce qu'on fait en fait, tous les prétextes que sont la religion. On a aussi tout un côté féministe et importance des liens positifs entre les femmes. Et une réflexion sur l'amour, parce que aussi c'est un conte, donc l'amour c'est quand même quelque chose qui est assez prédominant, mais qui a une réflexion sur l'amour et la différence entre un amour sain et un amour un petit peu toxique, avec des dimensions de possession, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Je peux pas trop vous en dire beaucoup plus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même à vivre un petit peu. Finalement, je lui trouve pas mal de défauts, en fait, peut-être aussi parce que je l'ai lu très lentement pour vraiment bien la noter, bien m'imprégner du truc et tout, mais c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant pour ça, pour l'analyser, pour la noter et tout ça, et que je trouve vraiment bien fait. Mais il a quand même des petits défauts pour tous les trucs. J'aurais aimé en fait que tout soit plus travaillé, plus millimétré, peut-être plus peaufiné pour la prose, mais aussi pour toutes les thématiques. Il y a des choses où je voyais pas trop l'intérêt, je trouvais que ça rajoutait un petit peu de complexité, mais presque fouillis à l'histoire et aux thématiques de façon globale, mais pas forcément bien amené, tout ça. Enfin voilà, il y avait certaines choses, je pense, qui auraient pu être mieux faites. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de lecture en jeunesse surtout, et je trouve que c'est hyper bien fait. Le vocabulaire est très accessible, mais on a quand même quelque chose qui chante avec une vraie mélodie de la plume, et c'est ça que j'ai trouvé hyper important. On a vraiment des moments où il y a vraiment des rimes, il y a toute une attention aux champs lexicaux, pas mal de métaphores filées dans tout au long du texte, et c'est vraiment hyper bien fait. Voilà, peut-être un peu plus à mon goût, ça aurait été mieux. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai également fait quelques petits dessins parce que je trouvais que le texte s'y prêtait pas mal. Je vous les montre en passant. Mais du coup, merci beaucoup à Lucie de m'avoir envoyé ce livre pour la noter. Je vais du coup lui rendre et je vais réceptionner le livre que j'ai envoyé initialement, donc OV de Frédéric Bachmann, qui est passé entre les mains de Lucie et Pénélope, et voir un petit peu ce qu'elles en ont pensé. Je profite du coup d'être en train de tourner avec tout mon matériel installé pour ne pas faire
ma flemmarde, et du coup je viens clôturer ce vlog puisque j'ai reçu de Pénélope le retour du premier livre que je leur avais envoyé à toutes les deux, et donc j'ai reçu avec toutes les annotations. Je me suis beaucoup amusée à le feuilleter pour voir un petit peu les annotations. Globalement on a été toutes d'accord sur le fait que c'était un très joli livre qui a beaucoup fait rire, a beaucoup fait pleurer également. Je suis assez fière parce qu'elles ont toutes les deux beaucoup pleuré, donc voilà, je considère ça comme une victoire parce que je suis une très mauvaise amie, mais j'aime bien faire pleurer les gens avec les livres que je les force à lire. Voilà, c'est tout. Mais bref, elles ont beaucoup aimé, ce que je suis très contente parce que elles ont toutes les deux dit ce que je me doutais, qu'elle n'aurait jamais pris ce livre spontanément. J'avais entendu parler de l'auteur sur une chaîne Booktube très spécifique et c'est comme ça que je l'ai découvert, mais il est assez peu connu en France et il est vraiment dans de l'ultra blanche, mais du coup voilà, c'est pas forcément les choses vers lesquelles on se tourne et c'était un bon moyen pour moi de leur faire découvrir, donc je suis extrêmement contente. En plus ça permet de lire du français traduit parce que on ne lit pas le suédois. Donc voilà, ça permet d'avoir un livre français en poche, enfin voilà, c'était l'idéal. Je suis extrêmement contente, j'ai déjà commencé un prochain livre pour le deuxième round. Et franchement, c'est une expérience qui nous a beaucoup plu à toutes les trois. J'espère que ce vlog vous a aussi beaucoup plu, que vous aimez avoir un petit peu une idée de nos avis respectifs sur les mêmes livres et que vous pouvez profiter des autres vidéos des copines en même temps ou demain pour la vidéo de Lucie. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a donné envie de lire certains des livres ou pas. Mais dans tous les cas, c'était une super expérience qu'on a toutes les trois beaucoup aimé faire. Il y avait tout ce côté surprise de ne pas savoir ce que l'autre allait nous envoyer et découvrir les annotations et les remarques des autres, c'était vraiment hyper cool. Donc je suis super contente de ça, j'ai hâte de faire le deuxième round, de voir ce qu'elles vont me proposer à lire. On va changer de sens pour le deuxième round, donc là je vais envoyer à Pénélope et Lucie va m'envoyer directement. Que vous dire d'autre, j'étais hyper contente. Mon livre préféré, je pense que ça reste le mien, ça reste OV, puis La Sourcière, puis vous en douterez en dernier Sidération, mais vraiment c'était plus pour l'expérience que pour autre chose. De toute façon pour La Sourcière c'était une très bonne découverte et Sidération je l'avais déjà vu, donc je pense qu'un jour je l'aurais lu dans tous les cas, peut-être que je ne l'aurais pas fini. Mais voilà, mais du coup j'étais hyper contente, j'espère que ça vous a plu encore une fois. J'espère aussi que les vidéos de plumes vous auront plu également. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.